Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Elles sont entrepreneurs à la tête de leur agence de stratégie. Elles sont passionnées et les plus grands patrons s'arrachent leurs conseils. On est ravis de recevoir Julia Layani et Élise Goldfarb dans le Grand JT aujourd'hui. En deuxième partie d'émission, Éric Charbonnier sera avec nous. Il est expert en éducation à l'OCDE. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Michael Dos Santos dans Vue à l'étranger. Il nous emmènera en Grande-Bretagne où certains profs sont obligés de cumuler deux métiers pour pouvoir vivre. Michael Dos Santos qu'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Bonjour Michael. Bonjour Virginie. La grève continue dans un établissement près de Rennes après l'agression d'une professeure. 19 enseignants ont décidé d'interrompre leur activité pour exiger plus de moyens et soutenir leurs collègues. Il y a une semaine, une enseignante a été agressée par un élève de 10 ans lors d'un cours de sport à l'école Guy Gérard de Passé. Après avoir lancé ses chaussures, il a tenté de la frapper avec une béquille. Un autre enfant s'est heureusement interposé et personne n'a été blessé. Déjà connu pour des problèmes de comportement. L'élève était arrivé il y a peu dans l'établissement. Il a été exclu et pris en charge. L'enseignante a porté plainte, mais vu l'âge de l'enfant, sa responsabilité pénale ne sera pas engagée. Seule l'académie est donc à même de pouvoir répondre aux attentes des grévistes. Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation, peut-il contraindre les écoles privées à plus de mixité sociale? Cela paraît compliqué. Et oui, le ministre de l'Éducation nationale discute en ce moment même avec les représentants de l'enseignement privé sous contrat pour que les élèves défavorisés soient plus nombreux dans ces établissements. Ils sont moins de 20% aujourd'hui contre 40% dans le public. Début 2023, Pape Ndiaye souhaite annoncer de nouvelles mesures pour favoriser la mixité sociale. Mais effectivement, cette tâche s'annonce assez compliquée. À l'heure actuelle, les établissements privés sous contrat, donc financés à 75% par l'État, refusent un système de quotas ou encore le système de la carte scolaire. L'enfant est scolarisé en fonction du lieu d'habitation. Ils évoquent également des frais de cantine non subventionnés, donc beaucoup trop élevés pour accueillir des enfants défavorisés. Enfin, juridiquement, l'État ne peut pas réguler l'affectation des élèves dans les écoles privées. Une loi garantit le libre choix des parents. D'anciens élèves d'une école du Calvados se battent en justice pour changer le nom de leur école. Oui, des anciens élèves de l'école élémentaire d'Aunay-sur-Odon, dans le Calvados, ont saisi la justice pour que le nouveau nom donné à leur ancien établissement soit retiré. Depuis un an, ils portent le nom d'un ancien professeur, maire de la ville, jugé violent par les élèves de l'époque. Tirage d'oreilles, coups de règles, baffes, lancers de tampons effaceurs qui ont causé certains hématomes. Tous se souviennent de leur calvaire et notamment le moment le plus redouté, la dictée. Si les élèves reconnaissent que c'était l'ancien temps et ne souhaitent aucun mal à leurs professeurs, ils veulent que le tribunal administratif tranche. Une décision devrait survenir au courant du mois de juin 2023. Une enseignante menacée après avoir évoqué l'existence du Père Noël. Oui, cette histoire est surréaliste. Ça s'est déroulé dans le Gard, commune de Haut-Bord. Interrogée par un élève, l'enseignante ne tranche pas sur l'existence du Père Noël et déclare que chacun a le droit d'y croire ou non. Une réponse loin de satisfaire les parents d'élèves. Sur WhatsApp, certains ont insulté l'enseignante, d'autres l'ont menacée. Une conversation privée dont elle a pris connaissance. L'enseignante décide alors de porter plainte. Les deux mères de famille visées écopent d'un rappel à la loi. L'histoire aurait pu se terminer là, mais des mamans l'ont attaqué à son tour pour des violences une des mamans l'a attaqué pour des violences sur son fils. L'institutrice l'aurait attrapé par le poignet pour qu'il retourne à sa place. Bref, au risque en tout cas de m'attirer des ennuis, je préfère le préciser à tous les enfants qui nous regardent avec leur papa ou leur maman, le Père Noël existe. Voilà, je préfère le dire. Écoutez, je suis heureuse de le savoir. Merci beaucoup, Michael. Heureusement que vous êtes là. Merci mille fois. Elles sont entrepreneurs, elles cartonnent sur les réseaux sociaux, elles sont passionnées. Nous sommes ravis de recevoir sur notre plateau Élise Goldfarb et Julia Layani. Je suis ravie, particulièrement ravie d'accueillir deux princesses sur mon plateau. Je dis deux princesses parce que franchement, c'est comme ça que je donne. On dit les petites meufs aussi, mais oui. Moi je préfère les deux princesses. C'est sympa. Ouais, Élise Goldfarb, bonjour. Bonjour. Julia Layani, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc je vous le dis, on est super heureuse de vous avoir sur ce plateau. On parle beaucoup de la jeunesse ici, évidemment, sur School TV. Comment donner envie aussi aux jeunes de réussir, envie d'apprendre, envie d'oser aussi. Vous êtes un très bon exemple pour cela. Vous avez beaucoup osé dans la vie. Ça vous a réussi toutes les deux. Et très jeune, ça a commencé à quel âge ?
Le fait d'oser. À l'école même ou pas? Ah, d'oser, on peut remonter à très longtemps. Je sais pas, dans nos classes, vraiment, peut-être même en maternelle, je veux dire. Mais à deux, oser à deux, on avait 23 ans. Ouais, mais on s'est rencontrés à 16 ans. On était dans 2 lycées qui étaient face à face. Et on était dans des milieux assez aseptisés, je dirais, où tout le monde pensait la même chose. Et on est devenus copines comme ça. On se disait, mais en fait, ce monde n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'ils pensaient comment à l'époque, ceux qui étaient en face, justement? Disons que... Ils ne pensaient pas vraiment. On vivait dans un milieu assez privilégié et aseptisé. J'aime bien ce mot, franchement. J'aime bien aseptisé, c'est un nouveau mot. C'est un très beau mot. Vous validez? Voilà. J'aime beaucoup. C'est vrai, parce que c'est vrai que c'était une pensée assez unique. Les jeunes de notre génération, voilà, ils pensaient qu'à s'amuser et il n'y avait pas vraiment de perspective de changer le monde. Et c'est vrai qu'avec Élise, on s'est rencontrés à 16 ans, 17 ans, sur les bancs du lycée, et on a eu un coup de foudre commun d'amitié, mais aussi de vision de la vie, ce monde ne va pas bien, il faut changer les choses. On ne savait pas vraiment comment faire, mais en tout cas, on échangeait beaucoup sur ça. C'était quoi les constats déjà que vous faisiez à l'âge de 16 ans? Le monde qui va pas bien, c'était quoi? Ça veut dire les gens qui vont mal? C'est des pensées qui sont trop communes? C'est quoi? Déjà, nous, on a des parcours... moi, je vais parler pour moi, par exemple. Je suis hyperactive. J'ai des troubles de l'attention. Et toute ma scolarité, je me disais, mais en fait... ce système scolaire n'est pas du tout fait pour les gens comme moi. C'est-à-dire que j'arrivais pas à rester en cours, j'arrêtais pas de redoubler. Pourtant, j'avais d'excellentes notes. Et vos parents, en fait, ont essayé de faire appel à des gens spécialistes qu'on appelle les AESH maintenant, qui pourraient aider, justement? Non, mes parents étaient désespérés. Et ils croyaient pas trop à tous ces trucs. Avant, la santé mentale et tous ces sujets-là, c'était pas vraiment à la mode. Donc, quand on m'a dit que j'étais un peu hyperactive, surdo et tout ça, mes parents, ils ont dit, oula, pas du tout, elle est normale, donc on va la laisser vivre une vie normale. Ils ont eu peur du côté surdoué, du côté... Ils m'ont toujours hyper soutenue, mais ils voulaient pas, en tout cas, que j'ai un traitement différent. Et ce qui fait que j'ai détesté l'école, j'ai souffert, j'étais toujours la rebelle qui se faisait virer, je supportais pas l'injustice, et j'ai retrouvé ça chez Julia, qui, elle, comprenait totalement ce point de vue-là, là où tous les autres me traitaient de folle. En fait, j'ai l'impression que toutes les deux, on était un peu les folles de notre bande. Toujours, bien sûr. Potes, où tu sais, les gens dans les classes où ils disent non, mais celle-là, elle est complètement folle. Parce que vous n'étiez pas dans le rang, en fait. Peut-être que vous avez déjà des idées, en fait, sur peut-être en colère, souvent, à l'adolescence, ou après, c'est de se dire, à un moment, la société ne va pas comme il faut, on a envie que ça change, on a envie que ça bouge, et vous étiez déjà, en fait, dans un mouvement qui était presque politique. Ouais, tout à fait. Moi, pour ma part, c'est un parcours un peu différent, mais avec beaucoup de similarités dans le côté... Similarités. Dans le côté, c'est vrai que j'étais pas une super élève, mais je bossais énormément. Et j'avais pas forcément des super notes. Et bon, Élise se moque de moi en me disant que peut-être que j'étais nulle à l'école, mais je veux dire, non, mais toi, t'avais plutôt des bonnes notes. C'est juste que le système n'était pas fait pour l'un fait comme pour toi. Et moi, ouais. c'était la même chose. Et quand on s'est rencontrés, c'est vrai qu'on s'est dit, il y a un problème parce que c'est uniforme, ce n'est que pour un seul type d'élève, en tout cas, si on parle du lycée. Et nous, on rentrait pas trop dans les rangs, quoi. Alors ça, c'était il y a quoi? Il y a 12 ans, vous avez 28 ans? Ouais, c'était vraiment à l'ancienne. Ouais. Mais je trouve qu'actuellement... À l'ancienne, elles m'ont tué. En 2 secondes, Entre 2008 et 2010. Je trouve d'ailleurs que la nouvelle réforme des lycées, elle complique encore plus ce truc parce qu'on nous demande de plus en plus tôt de faire des choix, de prendre des options. Maintenant, tu peux prendre des options droit, options vous parlez de Parcoursup, en fait, où effectivement, on a des spécialités à apprendre en première et en terminale. Oui, mais à cet âge-là, quand tu es en seconde, en première et en terminale, moi, je me rappelle, ça nous obsédait avec Julia. On ne sait pas ce qu'on veut faire de nos vies et on n'a pas envie d'avoir à choisir. Donc... je sais pas si les élèves y kiffent aujourd'hui les lycéens. En fait, il fallait de toute façon choisir, même il y a 20 ans ou 30 ans, choisir des voies scientifiques, des voies littéraires, des voies économiques. Déjà, à cette époque-là. Ou alors de l'apprentissage, de la formation professionnelle. C'est vrai que c'était... Voilà. Mais aujourd'hui, c'est une option précise avec des matières précises. Et effectivement, et ça vous a angoissé, déjà. Déjà que nous, quand on devait choisir entre L, ES et S, c'était... on nous demande de choisir ça à un âge où on ne sait même pas ce qu'on va prendre entre un Big Mac et un filet au fish au McDo. On ne sait rien. Rappelle-toi faut pas aller au McDo dans ces cas-là. Ça, c'est certain. Mais rappelle-toi que les L, c'était un peu ceux qui... Oui, nous, on a fait une filière littéraire. Et on était un peu les babacools au lycée. Ça veut dire que pour vous, la filière scientifique est toujours la filière d'excellence aujourd'hui? Clairement. En termes de réputation. Et pourtant désertée, et notamment désertée par les filles. Oui, bien sûr. Ça, c'est un drame. C'est horrible ce qui se passe. D'ailleurs, on est assez actifs sur ce sujet-là, notamment dans les conférences qu'on donne, etc. Quand on est invité, on parle toujours de ça, du fait que les filles, les jeunes filles ne sont pas invitées à emprunter des voies scientifiques et d'ingénieurs. Et c'est un drame, en fait, finalement. Et oui, c'est un drame, et c'est un drame qu'on voit de plus en plus. Et effectivement, est-ce que vous pensez qu'à un moment, le fait de
remettre, parce que là, ils ont remis donc 1h30 de cours de maths dans le tronc commun. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça va motiver les filles à aller vers ces cours de maths et donc vers les filières scientifiques, ou est-ce que vous pensez qu'encore c'est le patriarcat qui est là, que c'est le poids de ces filières qui sont faites pour les hommes et qui resteront des filières Moi, je pense masculines? que ça reste quand même une question d'éducation à la maison, de ce que les parents disent à leurs enfants qu'ils peuvent devenir quand ils seront grands. Si quand t'es petit et que t'es une fille, on te dit toute ta vie que tu vas devenir, tu vas te marier, épouser un mari riche et faire de la com, bah, c'est ce que tu vas faire en vrai. En fait, c'est ça, c'est que nous, personnellement, enfin en tout cas moi, dans ma famille et dans mon éducation, c'était ça, c'était plus ton frère fera un parcours scientifique et toi, tu feras plus de la communication, de l'art, de la littérature ou des choses. Vous n'avez pas tort. Donc oui, il n'avait pas tort, c'est sûr, mais, mais aujourd'hui, je me rends compte que j'ai été non pas forcée, mais voilà, formatée à emprunter cette voie qui me va aujourd'hui. Mais quand on va dans les services marketing des boîtes, etc., c'est souvent des femmes qui sont au poste de directrice marketing, de la communication, etc. Et encore directrice. Ouais, c'est un miracle. C'est ça. C'est un miracle. Et quand on va dans les écoles d'ingénieurs, enfin, on rappelle qu'à Polytechnique, il n'y a que 16% de femmes et que voilà, c'est déserté par les femmes. Alors qu'on a énormément de qualité dans ces domaines-là et qu'on est là pour apporter énormément de choses. Alors les femmes, parlons-en. Parce que vous avez, bon, je le disais en tout début d'échange, vous avez osé, beaucoup osé. Et c'est pour ça qu'on est particulièrement ravis de vous accueillir sur Scoop TV. Vous avez osé parler de féminisme à une époque où on en parlait, certes, puisque de grandes femmes l'ont fait bien avant vous, bien avant moi. Oui. Et beaucoup mieux. Simone Veil, Gisèle Halimi ou plein d'autres. Et vous avez donc parlé de ce sujet, effectivement, il y a déjà 12 ans, 13 ans, quand vous avez commencé avec la création de Fresh. Ouais. Qui fait un carton, c'est un média féminin 100% réseaux sociaux, voilà, pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas, que vous avez imaginé pour Minute Buzz. Et en fait, au départ, j'ai l'impression que ce n'était pas forcément une démarche militante féministe de votre part, quand vous avez créé Fresh. Au départ... Quelle idée vous aviez? Au départ, avec Julia, moi j'étais en train de finir mes études, donc je faisais du droit, j'en pouvais plus, je détestais ça. Julia, elle bossait à la radio sur Énergie, et ça la saoulait aussi, elle venait de se faire censurer par le CSA, enfin... Pour quelle raison, la censure? Parce que j'avais parlé d'un sujet qu'il ne fallait pas parler, mais à la fois j'étais assez saoulée du fait d'être mise à mon rôle de femme dans cette émission. Et enfin, vraiment, les filles en radio, en tout cas à cette époque-là, en 2016, déjà tous les directeurs, tous les chefs d'émission, c'était des hommes, et les femmes, c'était vraiment les standardistes, celles qui étaient et on lui faisait que parler de sexe, rendues au rôle de femme, et qui devaient parler de sujets légers, etc. Et franchement, ça me saoulait. Voilà. Donc on en avait marre toutes les deux, et on était déjà meilleures copines, et on s'est dit, ok, viens, on essaye de créer un projet, et à la base, on voulait juste aller le vendre, je sais pas, à France Inter, même à Combini, à l'époque, ils avaient une radio. Mais rien que cette phrase, elle est magique. Parce oui. On voulait juste aller le vendre à France Inter. Il y a des milliers de gens qui se disent demain matin, ouais, bah écoute, j'ai un super truc, mais comment je vais faire pour le vendre? Oui, c'est vrai. C'est ça la magie, en fait, de votre duo. Bah oui. C'est ça. C'est que déjà, on a un truc dans notre duo, c'est que depuis qu'on se connaît, c'est-à-dire depuis la première, on fait un truc qui s'appelle, putain, comment le dire sans dire de Fake it until you make it. Oui, fake it until you make it. Et on ne fait que se faire des compliments. Parfois, vraiment, si quelqu'un nous écoute, il se dit, mais elle se la pète tellement, mais c'est juste entre nous. C'est juste entre nous, c'est dans la sphère privée. On va tout... vous avez tout arraché, dégommer. c'est ça. Et il faut toujours aller voir le plus loin possible. Voilà. Même, je vais vous dire, la première fois qu'on s'est dit, viens, on lève des fonds, on s'est pas dit, on va aller voir nos parents, des potes de nos parents. On s'est dit, on va trouver le mail de Xavier Niel. Et on va demander à Xavier Niel. Exactement. Donc on essaie toujours de voir trop loin parce qu'on sait qu'au pire on a moins, mais c'est déjà top. Mais en tout cas, allez-y. La force de notre duo, c'est d'être par essence un duo. C'est qu'en fait on est toutes les deux, on est une force. Et c'est vrai que les filles dans cette industrie-là, les femmes, lorsqu'elles ne sont pas deux, je sais pas si voilà, faut vraiment avoir. Elles sont trop fortes quoi. Ouais, voilà, ça nous aide énormément d'être toutes les deux. On est une grosse force à deux quoi. Et donc voilà, on avait ce truc de se dire, on veut vendre une émission à France Inter ou à Combini Radio. Et on voulait faire un truc de base mixte parce que on était parti du constat qu'on en avait marre des médias féminins et que les médias masculins, en fait, quand tu regardes, quand tu vas dans un relais à la gare, voilà, voilà, tu vas là-bas, t'es à la gare et donc la couverture de JQ c'est genre 5 conseils pour monter sa boîte. Et la couverture du L, c'est 5 conseils pour avoir un ventre plat avant le mois de juillet. Alors ça a changé, mais effectivement... Ça a changé, c'était en 2016. Et probablement aussi grâce à vous d'ailleurs, et grâce à toutes les femmes qu'on reçoit sur ce plateau. Mais effectivement, c'est récent. Ouais, c'est récent, et nous, ça nous est pété des câbles, donc on s'est dit on va faire un truc pour les deux, parce qu'en fait, les hommes comme les femmes veulent peut-être avoir un ventre plat pour l'été, mais veulent aussi monter une boîte. Donc, cumulons, réunissons ces deux problématiques. En tout cas, on ne se reconnaissait pas. Voilà, exactement. Égalité homme-femme. On ne se reconnaissait absolument pas dans les médias dits féminins. Et même dans les médias en général, en réalité. On ne se reconnaissait pas vraiment. On trouvait qu'on n'avait aucun représentant féminin
auquel on pouvait se fier, quoi. Donc on s'est dit, prenons les choses en main. Et on voulait pas du tout faire un média féminin de base. Sauf qu'on est tombé sur une annonce Facebook de Minute Buzz, donc c'est pour dire aux jeunes que tout est possible. Parce que moi, j'étais étudiante en droit en train de rater mes partiels. Tout simplement, je suis tombée sur un post Facebook du PDG de Minute Buzz qui disait je cherche une fille pour créer un média féminin. Mais c'est un post qui tournait, quoi. Il y avait plein de likes, plein de partages, donc tout le monde pouvait tomber dessus. Et moi, je me suis tout de suite dit qu'il voulait recréer un média relou, donc j'ai commenté ça me saoule, c'est une idée de merde. Il a dû adorer, en fait. J'étais hyper vénère, j'étais en plein partiel, j'étais mais on va encore nous saouler, là. Et là, il m'a envoyé un message en me disant, bon, écoute, tu es plutôt insolente, mais t'as l'air d'avoir une meilleure idée, petite maligne, donc propose. Sympa. Petit défi. Et forcément, que fait Élise? Voilà. Elle a fait Julia. Exactement. Mais coup du destin, parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'en avais marre d'être à la radio, Élise en avait marre de ses études. Et on était déjà en train de réfléchir à un truc. On brainstormait tous les jours à créer le média du futur, entre guillemets. Et donc là, il se passe cette annonce. Élise répond, voilà, et on propose Fresh, le concept de Fresh, avec le nom Fresh, tout ce concept-là de mettre les femmes en avant. Et on précise bien dans notre manifeste, je dirais, dans le mail qu'on envoie, enfin dans le doc, que c'est un média féministe. Mais féministe, il faut savoir qu'en 2017... Vraiment, c'est limite si l'affaire MeToo a éclaté cette semaine-là. C'est-à-dire que tout est arrivé quelques mois après. Tout est arrivé au même moment. Et donc, féministe, c'était comme un gros mot, en fait, à cette époque-là. Quand on l'imaginait, les femmes hystériques, les femmes violentes, colériques, c'est ça? Mais tout à fait, la caricature de la lesbienne, les poils sous les bras, etc. Enfin, c'était terrible. Bah, d'ailleurs, quand on a été prise pour le projet, c'était trop cool. Mais on a fait beaucoup de réunions donc, avec les équipes de Minute Buzz qui venaient d'être rachetées par TF1. Et ils ont grave poussé pour qu'on arrête de dire que c'était un média féministe. Pour qu'en tout cas, en marketing, parce que le modèle économique des médias, c'est de faire de la pub, pour qu'en brand content et tout ça auprès des marques, on ne dise pas que c'est féministe pour pas les faire fuir. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, à l'inverse, ça ferait venir tout le monde. C'est là où on va y venir. Non, mais en vrai, ça nous fait plaisir parce qu'on s'est battu pour ça. Enfin, les marques, elles nous disaient toujours féministe, c'est un peu clivant, on veut pas. Et donc, vous vous retrouvez Fresh cartonne à ce moment-là. Fresh cartonne. Nous, on fait des portraits de femmes, c'est-à-dire que ça peut être une grande chef d'entreprise qui raconte son expérience, son parcours, etc. Ou une femme qui nous raconte son cancer du sein. C'est vraiment des portraits de femmes. Et donc ça cartonne. Et à cette époque-là, ça n'existait pas du tout en fait le format face cam où juste quelqu'un raconte sa vie. Nous, très honnêtement, on a trouvé ce concept sur une chaîne YouTube israélienne. Je suis tombée dessus complètement au hasard. Et on s'est dit mais attends, c'est ouf, c'est des meufs qui parlent sur des fonds de couleurs. Il faut qu'on fasse ça. Et Combini, je pense, venait de commencer à le faire. Franchement, Brut, Combini, tout ça, Brut n'avait pas encore lancé ce genre de format. Donc, Mais ce qui est fou, c'est que vous cartonnez à tel point que, enfin, de ce que j'ai lu en tout cas, au sein même de toute la société dans laquelle vous étiez, de Minute Buzz et autres, c'est vous qui finalement rapportiez, on parlait de pub à l'instant, maximum d'argent. Et pour autant, vous étiez les moins bien payés. Ouais, tout à fait. Bah déjà, nous, comme Élise a dit au PDG de Minute Buzz, écoute, on te propose ce projet, mais par contre, on est 2. Donc déjà, on avait un salaire pour 2. Ouais, il nous a dit, vous êtes 2, bah moi, j'ai qu'un seul salaire. Et on s'est dit, bon, là, de toute façon... On donne son nom, on tue sa carrière ou pas? Non, mais en fait, il s'appelle Maxime Barbier. C'est quelqu'un qui a de la presse, etc. Mais nous, on est assez reconnaissante de... Bien sûr, il n'avait pas le choix à l'époque. Il nous a donné notre chance à ce moment-là. Il nous a embauchés sans CV. Et ça c'est quand même ouf. Enfin, on n'avait pas du tout le CV pour créer un média. Et il nous a fait confiance alors qu'on avait 23 ans. Le côté grande gueule, j'ai envie que ça bouge. Voilà. Je pense qu'il a compris qu'on avait envie de tout bouffer et que voilà. Exactement. Mais donc on ramenait, on gagnait pas d'argent. On gagnait très peu d'argent, ce qui était un scandale. Nos parents ils nous disaient mais vous êtes complètement folle, qu'est-ce que vous faites dans ce taf alors que vous gagnez pas d'argent? Mais nous on s'éclatait dans ce qu'on faisait parce qu'on avait du succès, donc ça emporte aussi. Même si c'est un conseil qu'on peut donner à des femmes de genre, même si vous faites quelque chose de bien, l'argent c'est très important, il faut toujours négocier son salaire. Enfin bref, on faisait gagner beaucoup d'argent à ce média parce que il cartonnait et en fait on s'occupait nous-mêmes de créer la publicité et donc le brand content de ce média. Donc oui, parce qu'il faut savoir que dans la plupart des rédacs, tout ce qui est client, tout ce qui va financer le média est géré par des équipes à part entière qui vont imaginer des publicités. De commerciaux, de planning stratégique. Alors que là, vous avez effectivement... Alors comme il y a tellement de choses à dire, je vais un peu straight to the point, parce que sinon on va jamais y arriver. Mais comme vous êtes pleine d'idées et pleine de ressources, ce média cartonne. Effectivement, il devient un média
féministe, engagée, purement engagée, et l'engagement continue, enfin il ne naît pas, il continue, et à tel point que vous créez un autre podcast qui est très intéressant pour tous les jeunes justement qui n'arrivent pas à parler, à oser parler notamment au sein de leur famille, de leur école ou de leurs copains, de leur sexualité, de leurs tendances, et vous créez Coming Out. Ouais. Ce qui est fou, quand j'ai vu la création de Coming Out, c'est que je me dis mais pourquoi on a besoin en fait de faire son coming out. Pourquoi, dans une société où, quelque part, il faut absolument dire, ou alors, en tout cas, dire qu'il faut dire? De la même manière qu'avec Fresh, où on mettait des femmes en avant qui racontaient leurs histoires, on pourrait très bien se dire pourquoi on avait besoin que des femmes racontent leurs histoires. De la même manière, assez personnellement, on a eu des coming out assez difficiles, nous, dans nos vies, voilà. Et donc, on s'est rendu compte qu'on était en manque de modèles et de représentations dans cette communauté LGBT, en tout cas des représentations qui nous ressemblaient à nous. On s'est dit, on va prendre le taureau par les cornes et bien prendre un format qui est le podcast, donc qui n'est que de l'audio, faire des interviews de personnalités françaises pour créer un casting représentatif positivement de la communauté LGBT. Et là se crée une magie absolument dingue, parce que j'ai vu la liste des personnalités qui viennent, qui parlent et qui se libèrent, et qui en plus, pour eux comme pour ceux qui regardent, il y a un coming out général qui se crée. C'est-à-dire qu'à la fois pour ceux qui n'ont pas besoin de ce coming out, en tout cas, ou qui ne se sentent pas dans la nécessité ou quoi que ce soit, c'est par rapport juste à leurs valeurs, leur transmission et la façon dont ils voient effectivement la sexualité de manière générale. Oui, et parfois on se rend même compte, il y en a plein des participants, par exemple comme Oshi, la chanteuse, après son épisode, elle nous dit mais les filles, en fait, je me rends compte que c'est la première fois que je raconte mon coming out. Et donc pour eux aussi, c'est des moments hyper intenses, parce qu'en vrai, un coming out, c'est tellement lié à notre identité, c'est un moment tellement important dans nos vies. Nous, on milite pour que ça n'existe plus, évidemment, mais on est à une époque où ça existe encore, malheureusement. Il faut encore devoir se justifier d'aimer qui on aime, mais c'est des moments tellement importants que ça fait du bien à tout le monde. Moi, j'ai fait mon coming out grâce à ce podcast. C'est-à-dire que j'ai envoyé le podcast à mes parents pour leur dire, les gars, voilà quoi. Comment ils ont réagi? Ils m'ont dit qu'ils savaient. Bon, mais très bien. Ils ont très bien réagi, mais moi, j'ai quand même énormément souffert pendant toute la période avant de le dire. C'est ce que vous espérez aussi pour tous les justement collèges, lycéens qui nous regardent, qui ont du mal, parce qu'il y a donc 3 cours d'éducation à la sexualité au sein des collèges et des lycées. Il ne s'est pas toujours respecté malheureusement, parce qu'il faut des personnes pour le faire, il faut aussi des enseignants formés pour le faire. Est-ce que vous pensez que ce type de podcast justement peut espérer en fait libérer la parole à la fois pour les jeunes et à la fois pour les parents et les enseignants qui ne savent pas aussi comment parler, qui ne savent pas comment gérer? On espère que ce podcast résonne, et c'est vrai que dans les messages qu'on reçoit personnellement sur Instagram ou quoi que ce soit, on a pas mal de jeunes que ça a aidé effectivement soit à faire leur coming out, soit à se libérer eux-mêmes par rapport à eux-mêmes. Donc en effet, on espère que ce podcast est un outil pédagogique en fait. Ouais. Ça l'est très clairement en tout cas. Non mais je veux dire en termes d'éducation. En fait, je me rappelle que nous, quand on était jeunes, quand on voulait se renseigner sur les sujets sexuels, etc., on écoutait Diffoul le soir sur Skyrock. Ouais, bon, c'était une radio libre, c'était des émissions où ça partait un peu dans tous les sens. Mais moi, exactement. Mais moi, je me rappelle que j'écoutais ça dans mon lit quand j'étais jeune, à l'abri du regard de mes parents ou quoi que ce soit. Et le podcast, c'est bien pour ça, c'est que tu l'écoutes seul avec tes écouteurs et tu rentres dans la vie de quelqu'un qui te raconte de A jusqu'à Z son coming out et comment il l'a vécu. Et surtout, ça permet à l'autre de se libérer, peut-être de parler différemment. Bien sûr, et surtout qu'aujourd'hui, quand tu tapes, par exemple, le mot lesbienne sur Google, les premiers résultats, c'est des sites porno. Et quand t'as 12 ans et que t'es en train de te poser des questions et te demander si, en fait, t'aimes pas les filles, tu tapes le mot lesbienne sur Google, moi, la première chose que j'ai vue, c'est du porno. Et du coup, j'ai tout de suite lié ça à quelque chose de sale, quelque chose d'interdit, quelque chose qu'il fallait absolument pas vivre. Et puis qui n'est pas du tout la réalité, parce que la porno n'est pas la réalité. Et qui n'est pas du tout la réalité, exactement. Que ce soit hétéro, bisexuel, homosexuel ou autre. Et si nous, on s'est dit ça en tant que lesbienne, imagine nos parents, ce qu'ils doivent s'imaginer de ce qu'est une relation lesbienne. C'est pour ça que nos coming out étaient un peu difficiles. Et surtout, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats, on parle beaucoup de lobby LGBT, on dit que les LGBT veulent convertir les enfants. Mais en réalité, nous, on n'a pas du tout grandi entourés d'un lobby LGBT. On ne savait même pas que l'homosexualité existait. Et on est quand même lesbienne.
Alors justement, on milite pour dire que ça change rien. Il faut juste aider les gens à ne pas être en dépression et à ne pas peut-être se suicider. Ouais. C'est ça, de pouvoir vraiment se libérer de la parole. Dernière question, c'est par rapport justement à l'engagement. Et vous parliez de mouvement LGBT, ça me permet de faire un lien avec un autre podcast génial que vous avez créé qui s'appelle Présidentiel, justement pour la dernière élection présidentielle. Vous avez interviewé beaucoup de gens, notamment Éric Zemmour, qui donc, on le sait, a une vision de la famille assez classique, d'un père et d'une mère. Comment ça s'est passé, cet entretien? Est-ce que ça a permis aussi, de la même manière, pour tous ceux qui nous regardent, collégiens, lycéens, de pouvoir imaginer aussi l'engagement politique autrement? Alors déjà, Présidentiel, pour rappeler un peu ce que c'est un podcast où on interviewe les candidats à la présidentielle sur les sujets femmes et cause LGBT. Donc là, on va parler de la cause LGBT. Et on a invité tous les candidats, absolument les 12 candidats à la présidentielle. Donc on a invité la droite comme la gauche, comme l'extrême gauche, comme l'extrême droite. Donc déjà, ça c'est un premier point. Éric Zemmour, comment ça s'est passé? En fait, ce qui s'est passé pour Éric Zemmour, c'est que nous, on traînait sur le média têtu. Et on voit qu'ils sortent une étude au moment des élections qui dit que 30% de la communauté LGBT compte voter pour Éric Zemmour. Et on se dit, waouh, c'est quand même un truc de ouf, parce que Éric Zemmour, il dit quand même que les LGBT, c'est des capricieux, que c'est une blague et que ça n'existe pas, en fait. Donc, on l'a reçu. Écoutez, je vais vous dire, malheureusement, il était plutôt sympa avec nous. Il disait des choses horribles qu'on ne partageait pas du tout. De toute façon, ils ont tous vocation à être sympas quand ils sont dans une période d'élection. Il nous a pas du tout insultés, il n'a pas du tout été désobligeant avec nous. En revanche, en effet, moi, je lui ai posé un moment la question comment je fais, moi, alors, pour faire des enfants? Enfin, je suis une citoyenne modèle, voilà, il n'y a pas de souci. J'ai envie de faire des enfants. Sauf que je ne veux pas le faire avec un homme. Sauf que je suis amoureuse d'une fille. Ouais. Et il m'a dit, vous faites... il m'a dit, comme André Gide, c'est ça? Il m'a dit, faites comme André Gide, il était homosexuel, mais il avait une femme. Voilà. Donc, il avait des mecs à côté, mais il avait sa femme. Bref, c'est une façon de vouloir rogner et de se voiler la face, finalement. C'est une façon de ne pas arriver à se mettre à la place de l'autre et de ne pas être dans le partage et de ne pas être dans l'amour, en fait. De ne pas comprendre ce qu'est l'amour. Nous, notre ligne édito, quand on fait des interviews, en l'occurrence sur Présidentiel, c'est vraiment de poser toutes les questions, les mêmes questions à tous les candidats et de les laisser répondre le plus loin possible dans leurs pensées et de ne pas s'offusquer si on n'est pas d'accord ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, leurs réponses... les rend ridicules. Oui, on voulait pas débattre avec lui parce qu'on sait qu'on n'est pas d'accord. Donc c'est juste notre manière de poser des questions qui montre un petit peu nos opinions. Mais en tout cas, pour un Éric Zemmour ou pour un Jean-Luc Mélenchon, les questions étaient les mêmes. Et les réponses n'étaient pas les mêmes, mais... Ils savaient tous où ils allaient. Donc ils savaient tous où ils allaient, mais ils n'avaient vraiment pas révisé avant de venir. Ouais, c'est des sujets... ils s'en foutent complètement, hein, il faut le savoir. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a eu après toutes ces interviews, c'est que... Vous pensez qu'ils s'en fichent? Ils sont pas du tout investis... en termes de violence faite aux femmes, qui est quand même une préoccupation majeure aujourd'hui, surtout d'éduquer les jeunes filles et les jeunes garçons principalement à ce genre de sujet. Notamment au consentement. Rien n'est prévu, rien n'est organisé. Enfin, ils étaient incapables de nous dire quoi que ce soit. Et même les femmes candidates. Ouais. Julia Layani et Elise Goldfarb, le prochain podcast, le prochain projet, c'est quoi? Il y a quelque chose qui s'annonce? On sort la saison 3 de notre podcast Coming Out, donc de nouveaux intervenants. Il y a 20 épisodes inédits qu'on a pris beaucoup de plaisir à faire. On sort aussi un livre, Coming Out, des retranscriptions des épisodes et plein d'autres choses encore. Peut-être une série à venir, non? Voilà. Ça sent la série. Moi, je dis, en tout cas, on ne sait pas. Je ne sais pas, mais avis à ceux qui nous regardent, je crois que ce serait pas mal d'y songer, en tout cas. Merci mille fois d'avoir été avec nous. C'était un plaisir de vous recevoir. J'aurais aimé discuter encore et encore, mais on presse à chaque fois. Je rallonge et l'oreillette me dit non, mais ça suffit maintenant. Bah oui, ça suffit. Merci Julia Layani, merci Elise Goldfarb d'avoir été avec nous. On marque une courte pause, on se retrouve dans le Grand JT. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Éric Charbonnier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes expert en éducation au sein de l'OCDE et responsable de l'étude PISA en France. PISA qui veut donc dire Programme international du suivi des acquis des élèves. La France a-t-elle rattrapé son retard? Parce qu'on est terrifiés tous quand les études sortent. On voit qu'on est dernier, voire avant-dernier, ou alors presque en tout cas dans le fond du panier en termes d'apprentissage et des acquis, ce qu'on appelle les fondamentaux. Oh, c'est pas si catastrophique dans PISA. PISA, c'est à l'âge de 15 ans et la France est dans la moyenne des pays de l'OCDE. Donc ça va. Donc ça va, mais le niveau d'inégalité est très fort. C'est-à-dire qu'en France,
quand on vient d'un milieu défavorisé, on a moins de chances de réussir dans le système éducatif en France que dans la plupart des autres pays de l'OCDE. C'est pour ça que tous les 3 ans, quand PISA sort, c'est toujours les titres médiatiques. Et oui, mais il y a de quoi, parce que c'est terrifiant de voir qu'effectivement, en fonction de l'indice de position sociale, ce qu'on appelle l'IPS, c'est-à-dire que plus on a un IPS élevé, plus l'élève évolue effectivement dans un contexte familial favorable qui lui permet donc une réussite scolaire, une réussite à l'école. C'est exactement ça l'enjeu. Et puis, on a dans notre devise liberté, égalité, et pourtant, notre système éducatif est inégalitaire, et c'est pour ça qu'il faut agir vraiment pour la réduction des inégalités. Depuis combien de temps ça existe, les études PISA ? Depuis 2000. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2000, on a déjà mis en avant le chiffre alarmant des inégalités sociales en France et en Allemagne. Et il y a eu un véritable PISA choc en Allemagne, alors qu'en France, pendant plusieurs années, on a plutôt contesté les résultats et on a perdu du temps dans la mise en place de réformes éducatives efficaces. Mais alors pourquoi, selon vous, en 22 ans, on a voulu soit fermer les yeux, effectivement, soit contourner, soit juste contredire, parce que c'est très français de vouloir contredire toujours. C'est très français. Avant l'étude PISA, on avait l'impression d'avoir le meilleur système d'éducation du monde et éventuellement être en compétition avec l'Allemagne. Et quand la première étude est sortie en 2000, les deux pays ont été épinglés. Donc ça a remis en question tout de suite le système éducatif en Allemagne, alors qu'en France, on a mis plus de temps. Mais malgré tout, depuis 2010, on peut dire qu'il y a une véritable prise de conscience et une volonté d'agir sur les bons leviers, c'est-à-dire investir dans les premiers niveaux d'éducation et essayer de mieux former nos enseignants pour qu'ils soient préparés à travailler avec des classes de plus en plus hétérogènes et des élèves de niveaux différents. Alors, par exemple, le dédoublement des classes en fait, de CP et CE1, vous trouvez ça positif ? Vous pensez que ça a eu un impact positif ? C'est quelque chose de positif. En France, on a sous-investi pendant longtemps dans les premiers niveaux d'éducation. Depuis 2012, depuis le quinquennat François Hollande, on a mis plus de moyens dans les zones défavorisées et dans les écoles élémentaires. Et là, en dédoublant les classes, on offre davantage d'opportunités aux enseignants de travailler avec des classes réduites et justement d'innover en termes de pédagogie. Donc, les détracteurs de cette proposition-là disent qu'en fait, en dédoublant ces 2 classes, les élèves sont habitués à travailler en petits groupes et ils n'arrivent pas à revenir après dans les faits grande classe de 28 à 30 élèves. Alors ça, il faudra mesurer les effets sur le long terme, mais ce qu'on voit dans les études internationales, c'est vraiment les investissements dès le plus jeune âge qui ont les meilleurs effets sur la réduction contre les inégalités. Donc il faut investir dans nos écoles maternelles et aussi au début de la scolarité dans les écoles élémentaires et pourquoi pas développer aussi le dédoublement pour des niveaux plus élevés. Comme quel niveau par exemple ? Vous pensez à quelle classe ? On pourrait continuer entre le CM2 et la 6e, faciliter la transition et réduire aussi la taille des classes car on sait que nos élèves souffrent des transitions éducatives entre la maternelle et l'école élémentaire mais aussi entre l'école élémentaire et le collège. C'est là que finalement les élèves les plus en difficulté vont aussi développer une autre phobie parce qu'on travaille différemment à chaque fois qu'on change d'institution et tout ce qui pourrait être fait pour faciliter cette transition et pourquoi pas pour leur laisser plus de temps pour travailler avec des effectifs réduits aussi au collège, ça pourrait aider en effet la lutte contre ces inégalités. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement, il manquait beaucoup de professeurs à la rentrée de septembre 2022. Il y a eu 4000 enseignants qui ont été formés en 4 jours, 4000 contractuels. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer déjà, avec ce manque d'enseignants, là, en ce moment, on est dans une situation catastrophique. Il y a encore des écoles dans la Sarthe qui n'ont pas de professeurs, pas d'instituteurs dans les classes. Est-ce qu'on peut imaginer un dédoublement de classe aussi pour la 6e ? Il faut rendre le métier plus attractif. Alors après, c'est un problème mondial. C'est pas, en effet, la situation est alarmante. En Finlande, en Norvège ou Danemark, c'est un peu moins. En Finlande, c'est l'exception. Ouais. Mais en Suède, il va manquer plus de 70 000 enseignants dans les 15 prochaines années. En Allemagne, il va manquer 30 000 enseignants d'ici 2030. Donc en France, on a aussi ce problème d'attractivité, mais c'est un problème mondial. Et aujourd'hui, il faut surtout revaloriser les enseignants en termes de salaire, mais aussi leur offrir des meilleures conditions de travail, une formation continue qui leur permette de développer les compétences tout au long de leur carrière. Les enjeux sont nombreux et il faut vraiment faire davantage sur la valorisation en France comme ailleurs dans le monde. Alors si on prend les points précis, la valorisation par exemple, les salaires dont vous parlez, la proposition du gouvernement était déjà d'augmenter les salaires pour les enseignants débutants à 2 000 € par mois. C'est pas encore effectif, ça devrait l'être l'année prochaine. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est assez ?
Est-ce que vous pensez que ça peut faire jouer l'arrivée de nouveaux postulants ? Ça peut jouer, mais quand on regarde la situation de la France, les enseignants en milieu de carrière ont aussi des salaires nettement inférieurs à la moyenne des pays de l'OCDE. C'est ma question suivante. Un enseignant avec 15 ans d'ancienneté gagne 20% de moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc il faut mieux les rémunérer en début de carrière, mais aussi avoir une progression plus rapide. Mais alors justement, si vous dites que, ce qui paraît extrêmement logique, et on en a beaucoup parlé ici sur ce plateau, vous l'imaginez, avec les syndicats, tout comme les enseignants, voilà, qui effectivement disent tous, comme vous, qu'il faut absolument augmenter les salaires. D'ailleurs, on a reçu Jacques Attali à ce sujet, qui a écrit un livre justement sur histoire au pluriel et avenir de l'éducation, où il parle de cette situation, effectivement, dans certains pays, où le salaire des médecins comme des magistrats et des professeurs sont à peu près les mêmes et sont beaucoup plus élevés pour justement faire fonctionner une société. Ce n'est pas le cas. On se dit tous aujourd'hui qu'il faut effectivement y repenser. Maintenant, le problème, c'est qu'on sait, et vous l'avez vu, puisque c'est votre métier aussi, que les réformes mettent un temps fou à se faire et à être appliquées et à avoir un impact sur la société. Donc, comment on fait pendant le temps où on réfléchit ? Déjà, ça a pris 22 ans depuis la première étude PISA. Comment on fait pour attendre et attendre ? On ne pourra plus attendre. Non, il ne faut plus attendre. Il faut vraiment avoir une revalorisation salariale, mais se dire que ce n'est pas l'unique facteur levier à activer. Je vous donne l'exemple de l'Allemagne. On fait souvent cette comparaison France-Allemagne où les enseignants allemands gagnent 2 fois plus que les enseignants français. Et pourtant, il y a une véritable crise d'attractivité aussi en Allemagne parce que le métier est de plus en plus exigeant. Les enseignants ont l'impression d'avoir une pression constante dans leur métier et la fonction publique, d'une façon générale, fait moins rêver. On vous dit sans arrêt, il faudra innover, vous changerez de métier, vous évoluerez. Et finalement, quand on veut devenir enseignant, on fait le même métier 35 ans après et c'est un peu décourageant pour de nombreux étudiants. Oui, et puis surtout plus que le ministre Papendiaï a quand même parlé avec d'ailleurs le président Emmanuel Macron d'un travailler plus pour gagner plus en fait, notamment au sein de l'enseignement. Est-ce que c'est entendable pour les professeurs ? Non, c'est pas entendable parce que les enseignants en France comme ailleurs travaillent. En France, ils ont énormément d'heures en dehors de l'établissement aussi à préparer des cours, à corriger des copies parce qu'on a un système éducatif où on note quasiment en permanence les élèves, on leur donne beaucoup de devoirs et ce qui donne aussi beaucoup plus de travail en dehors de l'établissement aux enseignants. Il faut réfléchir à tous ces aspects. Alors l'augmentation de salaire, c'est le point de départ, c'est pour recréer un dialogue parce que c'est nécessaire. Il y a une perte de pouvoir d'achat très forte depuis 30 ans. Mais après, il faut vraiment rendre le métier aussi plus stimulant intellectuellement. Stimulant, effectivement, et avec une reconnaissance du métier, de la difficulté de ce métier, mais une reconnaissance aussi de la valeur du professeur, qui est un personnage essentiel pour qu'une société fonctionne. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'aujourd'hui, un professeur n'est ni respecté dans certains endroits par les élèves, ni d'ailleurs par les parents ? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il faut se dire déjà d'un point de vue positif, la crise du Covid a montré combien on avait besoin d'enseignants et en tant que parents, on s'est tous rendu compte que c'était difficile de faire le travail de l'enseignant quand les écoles étaient fermées. Donc je crois que les Français ont la mémoire courte. Exactement, et il faut se le rappeler. C'est pour ça que je le rappelle aujourd'hui. On s'est rendu compte de l'importance des enseignants, mais après, justement, pour se faire respecter, il faut aussi mieux les former. On a pu voir que souvent les jeunes enseignants sont affectés dans les établissements les plus difficiles et eux-mêmes déclarent avoir été insuffisamment préparés sur le volet pédagogique du métier, sur la gestion de classe. Donc il faut les aider à entrer progressivement dans le métier, à avoir aussi du tutorat en début de carrière, être accompagnés pour justement pouvoir progressivement prendre leur marque dans leur métier. Et le problème en France, c'est qu'on demande tout de suite beaucoup aux enseignants, sans leur laisser le temps justement de progresser à leur rythme. Je le rappelle, vous êtes expert donc en éducation au sein de l'OCDE. Vous travaillez actuellement à l'élaboration de nouveaux indicateurs pour évaluer la qualité des systèmes d'accueil et d'éducation de jeunes enfants. Les statistiques sont-elles toujours fiables face à la réalité de ce qu'on voit sur le terrain ? Alors, il faut toujours faire attention aux statistiques parce que je ne pensais pas que vous alliez me répondre ça, vous voyez. Non, je dis souvent qu'une statistique est plus fiable qu'une idée reçue et parfois on discute sans statistiques. Mais c'est un point de départ. Par exemple, si on prend nos écoles maternelles, on voit dans les statistiques de l'OCDE, la taille moyenne des classes est de 23 élèves. Oui. Mais si on regarde dans les grandes villes, on dépasse 30 élèves dans certaines écoles maternelles, alors qu'en zone rurale, on a moins de 15 élèves. Voilà, la statistique demande du temps pour interpréter, puis pour prendre en compte toutes ces nuances. Et on le voit bien, le problème d'attractivité du métier d'enseignant. En Bretagne, aujourd'hui, on trouve plus facilement des enseignants
que dans l'académie de Créteil. Donc c'est tout l'intérêt des statistiques, c'est de regarder là justement où il faut investir les ressources. Et pour justement combler ces problèmes de mixité sociale qui sont très importants et d'inégalité face à l'éducation. Merci mille fois d'avoir été avec nous, Éric Charbonnier. Je rappelle que vous êtes expert en éducation au sein de l'OCDE et responsable donc de l'étude PISA en France. Merci à vous d'être venu sur le plateau du Grand JT. Merci. Tout de suite, on va retrouver Mickaël Dos Santos pour la chronique Vue à l'étranger. Mickaël, direction le Royaume-Uni. Le journal The Guardian s'est intéressé au quotidien des enseignants britanniques et le constat est alarmant. Un professeur sur 10 est obligé de cumuler 2 métiers pour vivre, voire 3 pour certains. D'après plusieurs chefs d'établissement et un syndicat d'enseignants britanniques, ils n'arrivent pas à couvrir leurs dépenses mensuelles. En cause, la hausse des prix due à l'inflation qui a déjà atteint 11% au Royaume-Uni, près du double par rapport à la France. Et dans quel métier retrouve-t-on ces enseignants ? Alors là, les activités sont assez variées. Parmi les professeurs qui témoignent dans The Guardian, il y a un chauffeur VTC, un serveur, un ouvrier agricole ou encore un danseur dans un restaurant grec qui cumule bien sûr cette activité avec celle de professeur. Oliver Taylor est l'un de ces professeurs. Il est obligé de cumuler 2 jobs. Lui a choisi d'enseigner et de réparer des voitures. Il donne même en plus des cours particuliers. Il explique ne pas gagner assez d'argent pour joindre les 2 bouts et considère être sous-évalué en tant que professeur. Il précise que tous ces jobs ne sont pas des extras pour arrondir des fins de mois, mais bien pour manger à sa faim. Et des mesures ont été prises pour les aider ? Oui, les salaires ont été augmentés par le gouvernement britannique de 5% et de 8,9% pour les nouveaux professeurs. Mais la plupart d'entre eux jugent cette mesure insuffisante pour relever le niveau de vie. Je rappelle que l'inflation est quand même de 11% en Grande-Bretagne, donc bien supérieure à l'augmentation qui a été faite, augmentation de salaire bien évidemment. Au-delà de cette hausse des salaires, il y a aussi une autre initiative qui est née, des placards alimentaires où des professeurs peuvent se servir en cas d'urgence dans les écoles. La mauvaise nouvelle, c'est que ces placards sont souvent vides, quasiment tous les jours, preuve que ces enseignants rencontrent de réelles difficultés. D'autres pays sont concernés à l'étranger ? Oui, alors c'est une très courte parenthèse, c'est en Belgique. Récemment, une enseignante a été licenciée car elle possédait un compte OnlyFans. Alors OnlyFans, c'est une application où les utilisateurs peuvent poster du contenu privé qui est rémunéré par les abonnés. Cette enseignante y postait des photos dénudées et cela lui rapportait par mois 10 000 €. Donc là, c'est plus vraiment pour arrondir les fins de mois, c'est vraiment un véritable salaire. Elle a été licenciée pour le coup. Et en France, est-ce qu'il y a des professeurs qui cumulent aussi plusieurs jobs ? Oui, alors l'éducation nationale en France les autorise, mais attention sur certaines conditions qui sont prévues par la loi. Cette seconde activité ne doit pas porter préjudice à la fonction première de professeur et doit être exercée avec l'accord de la hiérarchie. Ça, c'est en théorie, parce qu'en pratique, la réalité est bien différente. Certains professeurs ne parlent pas de cette activité, de cette seconde activité à leur supérieur, et surtout, elles sont bien plus variées que celles qui ne sont prévues par la loi. Parmi celles qui sont autorisées, les productions d'œuvres de l'esprit, l'animation de colonies de vacances ou encore les cours particuliers sont interdites. À titre d'exemple encore, la liste est longue, celle de gérants de chambres d'hôtes, de moniteurs de ski par exemple, ou de propriétaires de comptes OnlyFans. Évidemment, c'est pas possible en France. Et alors pourquoi les professeurs préfèrent garder ces activités sous silence ? Alors le problème, c'est qu'en France, le sujet est encore tabou. Vous le savez, quand on parle d'argent, c'est souvent le cas. Cela pourrait être interprété par les plus critiques comme un manque d'investissement dans le service public, dans leur fonction de professeur, voire comme une preuve du fameux temps libre, et je mets ça entre parenthèses, des enseignants, puisque c'est une croyance complètement fausse, mais qui est encore très très forte, alors que le travail des professeurs, on le sait, se poursuit bien au-delà des salles de classe à la maison. Peu de professeurs finalement osent parler de ces activités parallèles, notamment avec leurs collègues, de peur d'être mal vus. Les quelques enseignants en tout cas qui évoquent le sujet admettent que c'est un plus financier non négligeable. Certains doublent même leur salaire, mais surtout c'est une reconnaissance qu'ils ne retrouvent pas forcément au sein des salles des classes. Aujourd'hui, c'est difficile d'évaluer l'ampleur de ce phénomène, de ces doubles jobs, on peut le dire, sans compter que l'éducation nationale ne communique aucun chiffre à ce sujet. Eh bien, espérons que la hausse des salaires prévue par Papa Ndiaye permette aux enseignants justement de ne pas avoir accumulé des jobs, bien que le gouvernement a quand même proposé le fameux
travailler plus pour gagner plus Exactement, aux c'est vrai, enseignants. c'est Donc vrai. faire des heures supplémentaires pour pouvoir gagner plus. Donc tout ça est un peu flou. Justement, on en débattra ici dans le Grand JT en plateau avec nos invités très bientôt. Merci beaucoup, Mickaël. T'en prie. On retrouve tout de suite Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine, elle reçoit le chef cuisinier Merwan Bounekraf. Est-ce que tu as des frères et sœurs? Tu as grandi dans quel cadre? J'ai 2 frères, un grand et un petit, ouais. Ok, donc toi, tu étais celui du milieu. Ouais, c'est ça. Souvent celui qu'on délaisse. Mais c'est exactement qu'il ça. paraît, hein. C'est exact. Pourquoi t'étais au milieu, toi? Non, ma mère était au milieu, elle m'a toujours dit ça. Ouais, j'ai été délaissé. D'ailleurs, aucune relation avec mes frères. Je leur ai Aujourd'hui pas parlé depuis plus de 15 ans, je pense. Là? Ouais. Et même en ayant assisté à ta médiatisation, non, ils t'ont non, pas non. félicité, ils n'ont pas cherché à Non, reprendre non, contact. on n'est pas comme ça. Nous. Moi, je suis pas très famille. À part avec ma fille, mais le reste. C'est vrai? Ouais. Non, c'est vrai. Mais comment ça se fait qu'il y a eu ce... Bon, des embrouilles de famille, de machin. Après, avec la rancune et tout ça. Il y a beaucoup d'ego alors. Il y a beaucoup d'ego. Quand tu grandis sans père, sans repère paternel, 3 garçons, forcément. Ça devait être sympa pour ta mère. Chacun, ouais. Chacun va un peu prendre le lead et voilà. C'était Quoi. comment à la maison alors? Bah, tu sais, moi, j'ai travaillé dès l'âge de à peine 16 ans. À partir de ce moment-là, je suis rentré en apprentissage. Et après, je me suis plus trop préoccupé de. Je sortais pas, je partais très tôt le matin, je T'étais rentrais sage, tard le finalement. soir. Très discipliné. Bah, sage dans la vie. Ouais. Dans la vie, je suis très sage. Moi, je suis à la maison, je regarde la télé, un match de foot, merci, sortir, machin. Tu penses Ça. beaucoup au boulot en fait. Je pense qu'à ça, ouais. Je pense qu'à ça et bah, je sais pas, j'ai cette envie de réussir. Je pense que si j'avais fait un autre métier que la cuisine, la mécanique ou je sais pas, parce qu'à l'époque, on va pas se mentir, quand tu faisais cuisine, c'est pas comme maintenant, comme tous les métiers de bouche ont été starifiés, heureusement, grâce Oui. à des émissions comme Top Ouais. Chef et tout ça. À l'époque, tu allais faire un CAP, c'est parce que on savait pas trop quoi faire de toi et t'étais un petit Et peu. c'est comme ça que tu le vivais? Au tout début, la première fois que j'ai mis ma tenue de cuisinier, j'ai eu honte. C'est vrai? Et mes frères se sont foutus de moi. Et eux, ils faisaient quoi? J'étais étudiant et le petit, je sais pas, il était au collège encore. Ils suivaient des voies plus Ouais, généralistes. classique, quoi. ouais. Et à l'époque, ça voulait dire déjà que t'allais pas passer le bac, donc t'aurais pas le bac. Et la première fois où j'ai mis mon pantalon pied de poule, quand tu rentres en apprentissage, le pantalon Ouais, je vois. horrible, bleu-violet rayé comme ça. Et tes apprentis, ils l'ont maintenant dans ta boulangerie? Non, ça n'existe plus maintenant, on a des D'accord. pantalons noirs. Mais la première fois que j'ai mis ça, j'étais pas fier. Maintenant, je peux sortir habillé en cuisinier. Et au bout de combien de temps t'as été fier de le porter? Bah, celui-là, jamais. J'ai très vite acheté un pantalon noir, mais celui-là, il est horriblissime. Et d'ailleurs, on n'en voit plus trop. Mais oui, mais après, au début, c'était pas une passion, la cuisine. Je vais pas te dire un peu comme tous les chefs qui disent je suis tombé dans les casseroles quand j'étais petit avec ma grand-mère ou ma mère. Moi, j'ai fait ça, comme je t'ai dit tout à l'heure, parce que ma mère m'a dit je te verrais bien faire ça. Et après, je me suis accroché. ça m'a plu. Elle avait quand même senti un peu... Bah ouais, merci, grâce à elle. Bah oui, elle connaissait son enfant, quoi. Exact, c'est ma mère. Le flair maternel. Et le fait que tes frères se moquent de toi, tu le vivais comment? Ça m'a jamais fait T'atteignais ni chaud pas? ni froid. Non, moi, Ouais. je suis dans mon monde et je fais mes trucs et j'essaie d'avancer. Ça te donnait même pas... il y en a, ils disent, ça me donne l'envie de faire... Ah bah peut-être que je dis souvent, c'est un peu vulgaire, je dis souvent j'aime bien faire fermer des gueules, pardon. Ah, c'est vulgaire. Oh là là, ouh là là, ouh l'ARCOM et le CSA, on va les avoir sur le dos pendant 15 jours. C'est un peu une motivation alors. Ouais, voilà. Mais quand je revois des gars, enfin des gars ou des filles qui étaient avec moi au collège et qui étaient les premiers de la classe, qui avaient des bonnes notes, et au final, bah maintenant, Qu'est-ce qu'ils deviennent? ils font un métier qui leur plaît pas trop par défaut, ils sont au bureau où je gagne beaucoup mieux ma vie qu'eux alors qu'ils avaient les meilleures notes. Et Est-ce que tu as gardé des amis justement de l'époque? amis, non, des connaissances. On se parle de temps en temps avec les réseaux et tout. Maintenant, c'est facile, mais pas C'était trop. pas Hein. un bon souvenir à l'école, on a l'impression. C'est pas que c'était pas un bon souvenir, c'est que c'est pas trop un souvenir. J'ai travaillé très jeune et Bah, quand même, école primaire, collège. oui, j'ai gardé des contacts, mais Il n'y avait pas une matière que tu préférais? pas les maths. Ça, c'est sûr et certain que j'aimais pas les maths. J'adorais l'histoire. Ouais. C'était ma matière préférée. J'adore l'histoire et je trouve que c'est pas assez mis en avant l'histoire et on devrait apprendre beaucoup plus l'histoire aux jeunes et connaître l'histoire de son pays, l'histoire de l'humanité, tout ça déjà pour.
Pour mieux s'entendre les uns avec les autres, Voilà, déjà, pour mieux se comprendre. exactement. Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Les maths. Ah, c'était pas ton truc, les J'ai jamais compris pourquoi on nous imposait à multiplier des x et des racines. On s'en fout en fait. Multiplions des billets. Dans ton métier, c'est important quand même, les maths. Maintenant, quand on est chef d'entreprise. C'est important d'avoir un bon comptable. Voilà, ok. D'accord. Voilà, c'est tout. Toi, tu es dans la partie artistique, finalement. Exactement. Donc, tu le disais, tu as quitté l'école à 16 ans, toi? Un petit peu avant et j'ai commencé... Et forcé, en fait. Ils t'ont pas trop laissé le choix. Ils savaient pas trop quoi faire de moi, donc ils m'ont dit soit on te vire, soit tu t'en vas. Comme je te l'ai dit, moi je suis parti. Il n'y avait pas de conseillère d'orientation à cette époque-là? C'est elle qui m'a dit ça. D'accord, elle était pleine de solutions. Ouais, tu sais. Mais comme quoi, je suis pas en train de me vanter, mais comme quoi, si l'école n'est pas spécialement faite pour toi ou que tu n'aimes pas spécialement y aller, c'est pas un drame. Et maintenant, c'est de plus en plus rentré dans les mœurs. Mais à l'époque, quand j'ai fait un CAP, c'était... C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Merwan. À demain. Merci Malika, et à demain. Allez, tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. Nous sommes le 29 novembre et le 29 novembre 1974, le projet de loi sur la légalisation de l'avortement était adopté à l'Assemblée nationale. Oui, après 4 jours de débat plus que houleux, ce projet de loi reste encore aujourd'hui un des plus controversés de la Ve République, tant il a bousculé les mentalités à l'époque, autant pour son contenu d'ailleurs que pour la femme qui a porté cette loi. Et cette femme, c'était Simone Veil. Oui, d'ailleurs, je vous invite à aller voir le très beau film d'Olivier Dahan, Simone, qui retrace la vie de Simone Veil. Si vous êtes au collège ou au lycée, allez-y, parce que le destin de cette femme est absolument incroyable. Simone Veil, rescapée des camps de concentration, qui devient magistrate puis ministre de la Santé sous Valéry Giscard d'Estaing. D'ailleurs, le film montre ce moment très difficile du débat sur le sujet de l'avortement. Tout commence le 26 novembre 1974. Simone Veil prononce un des discours les plus célèbres de sa carrière pour défendre son projet de loi. Discours que l'on fait écouter aux élèves. Moi, par exemple, je m'en rappelle très très bien. On nous l'avait montré. Aucune femme, dit Simone Veil, n'a recours de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. Elle parle pendant 1 heure face à une assemblée constituée de seulement 9 femmes contre 281 hommes. Des hommes, on le voit dans le film d'ailleurs, qui ne sont pas extrêmement aimables avec elle. Oui. Pas tous, bien sûr, mais on lui dit, certains sont très violents. Certains sont très violents. On lui dit à elle qu'elle a fait le choix d'un génocide. On fait écouter les battements de cœur d'un bébé dans le ventre de sa mère. On évoque des embryons jetés au four crématoire à une femme qui a vécu l'horreur des camps. Elle reçoit même des menaces de mort. Bref, ces 4 jours sont très éprouvants. Et Simone Veil déclarera plus tard « Je n'imaginais pas la haine que j'allais susciter ». Pourtant, 4 jours plus tard, l'Assemblée nationale, comme chacun sait, adopte ce projet de loi. Oui, et ensuite le texte est définitivement adopté en décembre. La loi, elle, promulguée en janvier 1975. D'autres avancées suivent, comme le remboursement de l'IVG par la Sécurité sociale en 1982. Ça aussi, ça sera une véritable révolution. Comment ça se fait qu'on ne soit pas au courant, effectivement, de ce type de chiffres ? 8 élèves sur 10 qui est déshydraté en cours. Moi, je l'ai appris tout bêtement en faisant cette émission. J'ai quand même le sentiment qu'il y a un bon nombre de personnes, à commencer par les élèves, qui ne le connaissent pas, parce qu'effectivement, ils demandent une aspirine avant même de se dire j'ai peut-être mal à la tête, c'est peut-être que j'ai pas bu de la journée. On a mis longtemps à découvrir aussi qu'on avait un problème de déchets plastiques parce qu'on pensait qu'on recyclait. Et je pense que là, on commence à se rendre compte aussi qu'il y a des choses toutes simples qu'on ne connaît pas. Sur les collèges, et sur le scolaire en général, tous les gens qui ont des enfants le savent, c'est hyper désagréable d'aller s'hydrater dans les toilettes. C'est dégoûtant, ça fait pas envie. Donc rien n'est fait pour faciliter. Demandez à Mathilde, elle a jamais bu de sa vie. Elle n'a pas bu avant l'âge de 18 ans. Non, mais les toilettes, c'est vrai que c'est compliqué. Et puis c'est plein de bactéries. On peut attraper des maladies en plus. En fait, on peut pas demander aux gens de renoncer à la bouteille d'eau minérale et de passer directement dans les toilettes pour remplir une gourde moche. Enfin voilà, il faut aussi proposer des solutions où on sort l'eau des toilettes. C'est exactement ce que propose Diane avec Tweed et que je trouve remarquable, c'est de faire un point d'eau en fait qui est très visible de loin. On sait parfaitement où il est dans un endroit agréable et en plus d'équiper les gens avec un contenant qui permet facilement d'être rempli, qui alourdit pas les cartables, etc. Et il faut aussi que ce soit encouragé par le personnel de l'établissement. Il y a en France aussi parfois des réactions, nous qui en tant que mères ou professionnels nous indignent, qui sont non, nous on n'autorise pas les enfants à venir à l'école avec une gourde parce qu'on a peur qu'ils la renversent. Je veux dire, effectivement, pour un cas d'un
enfants peut-être dans le mois à qui ça va arriver, et puis ça ne sera pas forcément une catastrophe, ça veut dire que tous les autres élèves pendant ce temps sont en état chronique de mauvaise hydratation. Et c'est le cas d'ailleurs dans le monde professionnel. Hein. On a à peu près les mêmes chiffres, les gens boivent à peu près 20 centilitres. Et là c'est encore plus cata parce qu'en plus ils ont des gobelets pour boire et souvent des fontaines, des bouteilles jetables distribuées gratuitement qui sont bues au tiers et qui sont abandonnées. Pourquoi vous me regardez comme ça? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je me sens, tu vois, non, un peu concerné. Je vais vous équiper dès tout à l'heure. Oui, avec celles qui font pas de bruit, les vôtres, c'est magnifique. Docteur Kézard, le no-code, c'est quoi exactement? Alors le no-code, je dirais pas que c'est l'avenir de l'informatique, je dirais que c'est l'avenir d'une partie de l'informatique. Notamment une partie de l'informatique où les gens ont besoin de se créer leurs propres outils, où les gens, même quand ils n'ont pas de compétences techniques, ont besoin de lancer leurs projets eux-mêmes, ont besoin de créer leur site eux-mêmes, ont besoin d'automatiser des tâches répétitives qu'ils font systématiquement au bureau chaque jour en perdant du temps. En fait, le no-code, c'est une nouvelle technologie d'outils numériques qui permet donc de réaliser ce que je disais, des sites web, des applis mobiles, des outils internes, des automatisations, sans avoir de compétences techniques, sans avoir la compétence du code, sans savoir écrire sans savoir écrire de code informatique. Et je précise un truc important, c'est que ces outils no-code, donc ils sont 100% visuels, il n'y a pas de code à lire ou à écrire, ils sont designés pour que des personnes non techniques les utilisent. On voit même par exemple, il y a Startup for Kids qui travaille avec des collégiennes sur ça, des collégiennes lycéennes, et elles arrivent à faire des projets de sites, d'applis, voilà, alors qu'elles sont jeunes et qu'elles n'ont pas encore d'expérience professionnelle ni rien. Et du coup, ça, c'est aussi possible parce que tout se passe en ligne. On pourrait dire qu'il y a des outils, en effet, de programmation visuelle qui permettent de faire des choses visuellement depuis longtemps. Depuis les années 90, il y a déjà des outils qui permettent de faire des choses visuellement là où il y aurait besoin de coder. Mais là, la vraie révolution du no-code, c'est que tout se passe en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez rien à installer et rien à héberger dans la plupart des cas. C'est-à-dire que là, vous avez besoin de faire une appli mobile, je ne sais pas, pour lister les épiceries ouvertes pendant les épiceries solidaires de Paris, par exemple. Eh bien, vous vous créez un compte, comme si vous créez un compte sur Instagram, identifiant mot de passe, hop, vous commencez à bosser visuellement, vous dites là je veux une image, là je veux du texte, hein. Vous cliquez sur publier et c'est publié. Et c'est ça la vraie révolution du no-code selon nous, c'est que il n'y a pas à prendre en charge tout ce qui est l'installation, l'hébergement, louer des serveurs. Et ça donne vraiment lieu, enfin nous on voit vraiment que ça ouvre la porte à des publics très divers, que ce soit des TPE-PME, des salariés dans des grandes entreprises, des associations qui parfois galéraient, par exemple, pour faire un outil de gestion de leurs bénévoles. Mais là, en une demi-journée, ils arrivent à faire des choses. Voilà, c'est ça le no-code. Certains profs disaient que bien tricher était aussi un art. Je suis donc un petit peu artiste depuis le plus jeune âge, finalement. Non, mais sérieusement, sans aller jusque-là, jusqu'à tricher, on a tous déjà voulu au moins zioter sur la copie du voisin de droite ou de gauche, non? De quoi vous parlez? Ça vous est jamais arrivé? Bon. Mais en tout cas, figurez-vous que certains profs ont décidé de lutter contre la tricherie aux examens d'une manière peu banale. Ils ont fait fabriquer des masques anti-triche aux élèves. En France? Non. Aux Philippines, on va peut-être pouvoir s'en inspirer. Aux Philippines, dans une université, une prof en ingénierie mécanique a demandé à ses élèves de faire preuve d'imagination et donc d'inventer un masque anti-triche. Donc je vais vous montrer des photos, vous allez voir, c'est pas mal. Donc chacun y va de sa petite invention. Regardez cet étudiant par exemple, il est carrément venu avec un casque de moto. C'est vrai qu'avec ça, pas de risque. Hein, c'est pas pratique. Voilà, on peut pas tourner trop la tête ni à droite ni à gauche. Il y a également l'étudiant qui a priori doit manger des omelettes tous les jours. Hein. Regardez, il a utilisé des boîtes en carton et une en plastique pour se faire comme des œillères. Donc voilà, simple, efficace. Il y a un petit trou, il a fait un petit trou. Il a fait un petit trou pour... Voilà. Ah, ouais, bon. Mais mon préféré, c'est celui-là. Regardez, 2 feuilles de papier et des lunettes de piscine suffisent pour fabriquer des jumelles. 2 masques anti-triche, voilà, qui remportent la palme d'or des masques anti-triche de School TV. J'ai nommé bien sûr les jumelles en papier. Alors ces photos, elles ont fait le tour du monde et la prof à l'initiative de ce projet a raconté que cela avait même eu des effets bénéfiques sur les élèves. Ils ont abordé les examens avec beaucoup de moins de stress. Donc à bon entendeur, voilà. Le chiffre concernant les bactéries, là aussi, il est assez édifiant et je crois que là aussi, il n'est pas vraiment connu. Non. Ben ouais, parce qu'en fait, aujourd'hui, le lavabo des toilettes n'est pas forcément nettoyé quotidiennement. On peut le rappeler, c'est combien? C'est 128 000 bactéries au centimètre carré.
pour les robinets des toilettes. Ouais, c'est pas idéal. Non. C'est pas idéal et c'est vrai que ça fait partie des... Alors, j'ose pas tourner la phrase comme ça, mais presque des rares avantages de la période Covid. Bon, il n'y a pas beaucoup d'avantages à la période Covid, mais en fait, il y a une espèce de prise de conscience qu'en fait, il y a des pratiques qu'il allait falloir un petit peu moderniser. Et donc, cette prise de conscience, elle est liée évidemment au côté prolifération des virus, etc., des bactéries. Et donc, Florence parlait tout à l'heure de l'interdiction dans certains établissements scolaires de venir avec une gourde. Il y a quand même beaucoup d'établissements, heureusement, qui, depuis le Covid, ont sauté le pas. Et qui ont non seulement autorisé le fait d'avoir une gourde à l'école. Pardon, pourquoi depuis le Covid ? Parce que en fait, avant, dans la plupart des établissements, c'était interdit. Vous ne pouviez pas venir avec une gourde parce qu'en fait, la gourde, on va la renverser, ceci, cela. Donc en fait, par simplicité, les profs, ils avaient dit, en fait, pas de gourde à l'école, comme ça, on ne peut pas d'avoir des batailles d'eau, je sais pas quoi. Et donc en fait... Non mais c'est une blague. Mais non, c'est pas une blague, c'est vrai. Et du coup, avec le Covid, comme on voulait plus que les enfants aillent justement boire au robinet des toilettes, parce que tout d'un coup, au secours, les microbes. Et donc en fait, ils se sont dit, maintenant, il faut venir avec une gourde. Il y a même des établissements où c'était obligatoire. Donc en fait, tu dois venir avec ta gourde tous les matins. Et donc en fait, on a fait un énorme pas en avance. C'est pour ça que je te parle des rares points positifs du Covid. On a fait un pas en avance sur en fait, le fait d'apporter une gourde à l'école. Donc maintenant, la gourde, dans quand même pas mal d'établissements, est la bienvenue. Parfois, elle est obligatoire. Et en plus, du coup, les enfants, évidemment, vont être incités à plus s'hydrater. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT, Mickaël. On vous retrouve quand ? Jeudi. Voilà, je suis là jeudi, je prends une petite pause d'une journée. Oui, il fallait au moins ça. Oh oui. Oui, c'est très lourd, je sais. Faut dormir. C'est dur. La vie de parent. Si vous voulez retrouver ce grand JT, vous n'hésitez pas, canal 247 sur les Freebox ou schooltv.com. Aujourd'hui, à la réalisation, c'est Xavier Sanchez. Au son, Saïd Mamou. Au make-up, Colline Hamel. Rédaction, Emma Guessel et Agathe Delannoy. Merci à tous de nous suivre. Si vous voulez nous écrire, on vous répond, c'est promis. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.